Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et l'immense honneur de recevoir Flore Cholet pour nous parler de comment un grand groupe du CAC 40 définit et active sa politique RSE. Bonjour Flore. Bonjour Roland, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et puis d'échanger avec vous. Alors, vous êtes toujours aussi incroyable. 213 inscrits la semaine dernière pour écouter Philippe Devost. Philippe Devost, qui est l'un des cofondateurs de Wanadoo, serial entrepreneur, actuellement directeur de l'EPITA, une grande école d'ingénieurs informatiques, qui est venu nous parler de l'histoire du numérique. Comment est-ce qu'on comprend mieux notre histoire pour imaginer l'avenir et pour anticiper sa stratégie, la gestion des compétences dans l'entreprise. Une masterclass à retrouver et un livre, si vous ne l'avez pas encore, à acheter à la FNAC, de mémoire vive, une histoire de l'aventure du numérique par Philippe Devos, qui est préfacé par Cédric Villani. Absolument passionnant à retrouver sur votre plateforme de podcast préférée ou sur notre chaîne YouTube. Il nous laisse avec cette merveilleuse citation de Saint-Exupéry: l'avenir, tu n'as pas à le permettre, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Et aujourd'hui, on va essayer de permettre l'avenir avec Flore. Alors, qui sommes-nous? Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme de managers, c'est une plateforme des managers pour les managers pour coacher leurs équipes, digitaliser les rituels et l'accompagnement des équipes. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays pour des sociétés aussi variées que la Société Générale, Orange, Air Liquide ou Darty. Voilà, la page de publicité est terminée et nous avons le plaisir d'accueillir Flore. Est-ce que, Gloria, tu peux nous faire le portrait de Flore Cholet? Avec plaisir. Flore Cholet, vous êtes Worldwide ESG and Sustainable Development Director chez Edenred, diplômée de l'ESEP Business School avec une spécialisation en marketing. Vous commencez votre parcours en tant que Brand Marketing Manager chez Danone, où déjà vous démontrez votre esprit pionnier en développement des stratégies marketing engagées. Après quelques années, vous décidez de vous consacrer pleinement au développement durable et devenez Corporate Social Responsibility Director, d'abord en France et puis au niveau mondial. Dans ce rôle, vous dirigez des projets majeurs au sein du groupe, en travaillant notamment à l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Vous rejoignez ensuite le groupe LVMH chez Céline, où vous structurez la stratégie RSE et déployez une nouvelle culture d'innovation autour de la durabilité des produits et de l'approvisionnement responsable. En 2022, vous rentrez chez Edenred, le leader mondial des avantages aux salariés, membre du CAC 40 ESG et du CAC 40, en tant que Worldwide ESG and Sustainable Development Director. Vous avez une mission claire: embarquer tout l'écosystème de l'entreprise dans un progrès durable et qui profite à tous. Cette ambition est résumée dans la raison d'être d'Edenred: Enrich Connection for Good. Au sein d'Edenred, vous animez plus de 100 correspondants RSE présents dans 45 pays. Votre succès est reconnu par de nombreux prix, dont la nomination comme Industry Mover dans le Sustainable Yearbook 2022, le prix Elisabeth Moreno des femmes les plus influentes dans la tech et l'intégration à l'indice Euronext CAC 40 ESG. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Flore dans l'espace questions et commentaires sur le live LinkedIn. Elle y répondra en fin d'entretien. Alors Flore, quelle carrière? Quelle carrière? Alors tu commences dans le marketing, hyper successful, et puis un jour tu vas voir ta DRH et tu lui dis je veux plus faire du marketing, je veux faire de la RSE. Et là on est en 2014. 2014, on n'en parlait pas encore de RSE. Qu'est-ce qui t'a pris comme ça soudainement? En 2014, effectivement, je faisais du marketing depuis 9 ans dans des sociétés d'agroalimentaire. On a parlé de Danone, j'ai travaillé avant dans d'autres sociétés agroalimentaires. J'adorais ce que je faisais. Je développais des nouvelles recettes, des innovations, je faisais des études marketing, conso. Et je me disais, c'est super, mais on voit trop souvent le consommateur, comme je disais souvent à l'époque, un porte-monnaie avec deux jambes.
Et ma conviction à moi, c'est que le consommateur, c'est aussi quelqu'un qui vote, qui lit la presse, qui a des convictions. Quand il vend devant un linéaire, OK, il va choisir le produit qui est meilleur, qui lui donne envie, mais il se dit aussi, ah oui, mais celui-là, il a trop d'emballage. Ah oui, mais celui-là, peut-être qu'il ne paye pas bien les agriculteurs, etc. Et je me suis dit, je veux continuer à faire du business, mais je veux le faire en apportant quelque chose en plus. Je veux le faire que devant un linéaire où, en fait, à l'époque, je travaillais sur des catégories yaourts. Les yaourts se ressemblent parfois. Comment je fais que la marque qui porte, elle apporte quelque chose en plus? Que quand j'achète ce produit, je vote pour un monde meilleur. Je contribue à un monde meilleur par mon achat. Parce que en achetant des produits, en sélectionnant une solution, un produit, on peut contribuer à soutenir des entreprises qui ont des modèles plus vertueux. Et je me suis dit, c'est cette façon-là que j'ai envie de faire du business. Et donc, effectivement, au bout de 9 ans de marketing, je suis allée voir une DRH à qui j'ai dit, voilà, j'ai bien réfléchi, je veux continuer à faire du business, mais dans des fonctions RSE. Premier petit réflexe, on m'a dit, mais malheureuse, quelle mouche t'as piqué? Pourquoi alors que tout va bien en marketing, voilà, tu as décidé de faire ça? Et j'ai dit, non, mais je suis convaincue que c'est un métier d'avenir. À l'époque, on n'était pas nombreux à le penser. C'était pas forcément perçu comme ça dans un plan de carrière. 10 ans après, je suis convaincue que j'ai fait le bon choix, que j'apprends énormément tous les jours et j'ai un métier que je trouve passionnant parce que la science évolue aussi tous les jours. Donc, nos connaissances grandissent tous les jours et donc, c'est un métier où on apprend en permanence. Donc, souvent, on me dit, est-ce que tu as un diplôme en RSE? Pas forcément, mais ça fait 10 ans que tous les jours, je me forme. Voilà, et c'est ce qui fait que je trouve le métier passionnant aujourd'hui parce que c'est une façon de faire du business particulièrement enrichissante et c'est ce qui aujourd'hui pour moi amène de la vraie différenciation sur des produits, sur des solutions chez Edenred comme chez d'autres groupes. On est tous finalement des autodidactes de la RSE, sauf que toi, tu arrives avec 10 ans d'expérience opérationnelle dans différents groupes. Alors, Edenred, en résumé, Edenred, c'est 45 pays, c'est 60 millions d'utilisateurs. La France entière, comme si la France entière utilisait, comme si chaque Français utilisait une solution Edenred. C'est 2 millions de commerçants partenaires, c'est 1 million d'entreprises clientes. Avec des métiers comme le fameux ticket restaurant, dont vous êtes l'inventeur et qu'on connaît bien, des solutions de mobilité maintenant, où on peut, grâce aux solutions Edenred, avoir des solutions multimodales, les cartes cadeaux de motivation qu'on connaît très bien chez Incentive, puisqu'on est partenaire d'Edenred sur ce sujet, et puis les solutions de paiement professionnel. Finalement, tu arrives dans un univers assez différent de celui que tu as connu, qui était celui de la grande consommation ou celui du luxe. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que… Alors, avant de commencer, il y a une distinction importante à faire, et tu l'as mentionné pendant notre préparation, entre RSE, on parle beaucoup de RSE, mais dans ton titre, tu es Worldwide ESG Director. Est-ce que tu peux nous faire la différence entre RSE et ESG? Oui, puis ça me semble intéressant parce que ça montre en fait l'évolution de la fonction. La fonction RSE, d'abord et avant tout, ça a été dans les années 80, c'était plutôt perçu comme du charity business. Je faisais du business d'un côté, et puis à côté, j'avais ma fondation où je faisais des donations à des ONG et chacun chez soi et tout le monde avance. Ce qui était déjà une première prise de conscience, c'est je veux contribuer à un monde meilleur, mais je le fais à côté, voilà. Et puis progressivement, il y a eu cette notion de RSE, responsabilité sociétale et environnementale, qui montrait, OK, c'est pas juste à côté, comment moi, en tant qu'acteur économique, je peux contribuer, comment je peux améliorer mon impact environnemental et sociétal, et ça au cœur de la stratégie. Donc, ces métiers sont développés. On parle encore aujourd'hui de RSE. Moi, de plus en plus, je pense qu'il faudrait parler de stratégie sociétale et environnementale et pas juste de responsabilité. Parce que si on dit responsabilité, on dit juste je fais proprement ce que j'ai à faire, je ne fais pas trop de bêtises. Quand aujourd'hui, l'ambition, elle est bien plus haute. C'est comment ça nourrit la stratégie d'entreprise, et c'est ce qu'on souhaite faire chez Edenred, comment ça nourrit la stratégie d'entreprise pour être vecteur, bien sûr, de réduire l'impact négatif qu'on peut avoir, mais surtout nourrir l'impact positif et apporter quelque chose en plus aux solutions qu'on propose. Chez Edenred, on est une fintech, on dit tech for good. Notre ambition, c'est Enrich Connections for good. Et c'est bien ça, c'est comment, dès l'ADN, dans la façon dont on pense nos solutions, on va apporter quelque chose en plus à nos solutions. Et donc ça, c'est la définition de la RSE. Et puis, ces dernières années, le concept de ESG est apparu. E pour Environmental, Social and Governance, qui est plutôt la traduction par les investisseurs
de ce qu'est la RSE. Les investisseurs ont dit c'est super tout ce que vous faites, c'est beaucoup d'histoire, de la stratégie, des grandes ambitions, mais concrètement, il y a un moment, on traque ce qu'on mesure, quels sont vos indicateurs, où est-ce que vous en êtes de votre route de croissance et reporter avec le même niveau d'exigence que vous avez sur les volets financiers que sur les volets extra-financiers. Et c'est ce qu'on a appelé l'ESG. Et souvent, quand je rencontre des gens, quand ils commencent à me parler d'ESG, je comprends qu'ils ont un background plus financier, parce que quand les gens parlent de RSE, ils ont un background plus business ou corpo. Ça dépend vraiment du profil de la personne. Et les deux sont nécessaires. On fait une stratégie RSE qui engage, qui définit la stratégie, les grands piliers d'action et qui engage l'ensemble des parties prenantes. Et on a des indicateurs quantitatifs pour traquer la performance et c'est ce qu'on va appeler l'ESG. Et c'est ce qui va engager les entreprises et les corporates, les entreprises internationales, qui vont s'engager à remplir des questionnaires extra-financiers pour traquer cette performance. Voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a une vision très stratégique et une vision très quantitative de l'exercice. Avec Emmanuel Faber, l'ancien patron de Danone, qui aujourd'hui œuvre à définir les normes de la même façon qu'il y a des normes comptables pour l'aspect financier. Il dirige aujourd'hui un organisme qui définit les normes pour faire le reporting sur cette ESG pour que dans le monde entier, on ait le même vocabulaire et les mêmes hypothèses. Exactement. Et ce qui est intéressant dans l'ESG, des réflexions qu'il y a, alors effectivement, au niveau des organismes pilotés aujourd'hui par Emmanuel Faber ou au niveau de la Commission européenne avec les CSRD, l'intérêt, c'est pas de rajouter des indicateurs pour le plaisir de mettre des indicateurs, mais c'est surtout de les définir pour les rendre comparables d'une entreprise à une autre. Quand aujourd'hui, la façon les exercices de transparence ou les indicateurs qui peuvent être communiqués sont différents d'une entreprise à l'autre, qui n'aident pas forcément les parties prenantes à bien auditer, à analyser la performance de chacun. Donc, il y a une réflexion de la Commission européenne qui est intéressante parce qu'elle pose l'exercice de comment avoir des indicateurs comparables pour créer une compétition positive, pour pouvoir dire celui-là, il est mieux placé que celui-là. Et c'est en ça où l'ESG est intéressant parce qu'à mettre des scorings dans les index, etc., ça pousse chacun à la performance. Et donc, c'est en ça où même en RSE, la compétition, c'est un vrai levier. Je dis souvent en RSE, mon plus grand rêve, c'est d'être copié par les autres. Parce que si tout le monde atteint le niveau de performance d'une entreprise comme Edenred, qui est au CAC 40 ESG, ça veut dire que tout le monde progresse sur les enjeux RSE. Donc, l'enjeu, c'est de créer une émulation positive, aller chercher sur les enjeux sociaux et environnementaux des meilleures performances et engager le secteur d'activité dans lequel on travaille. L'ONU a défini 17 objectifs de développement durable. Sur ces 17 objectifs, Edenred en a sélectionné 12 pour les travailler. Comment est-ce qu'on définit ces priorités? Comment est-ce qu'on construit une stratégie RSE dans un groupe global comme Edenred? Alors d'abord, ce qui est fondamental en RSE, ça va être l'écoute des parties prenantes. C'est d'analyser en fait historiquement ce que l'on fait, comment ça impacte la société et les acteurs, et comment l'évolution de la société va impacter le modèle d'affaires de l'entreprise. Et donc, dès le début, Edenred, lancé et créé en fait il y a 10 ans suite à la session d'accord service, dès le début a écouté ces parties prenantes, a réfléchi à quels sont nos grands sujets d'impact. Donc, on a fait plusieurs plans RSE et plus récemment, on a refait notre double matrice de matérialité, qui est un outil utilisé par les équipes RSE pour être à l'écoute des parties prenantes, qu'elles soient internes, les salariés par exemple, ou qu'elles soient externes, des clients, des restaurateurs, des utilisateurs, mais aussi les institutions gouvernementales par exemple, pour écouter le besoin. Suite à cette étude, nous, il est apparu assez clairement qu'on a des enjeux qui sont fondamentaux pour nous. D'abord, Edenred, c'est le leader mondial et français de l'argent fléché et en particulier des avantages aux salariés. Donc, la première chose, c'est de se dire, nous, spécialistes des avantages aux salariés et des bénéfices aux salariés, comment nous-mêmes, pour nos salariés, on améliore notre performance. Donc, on a l'ambition de renforcer notre position d'être un employeur de préférence, de choix. Et donc, notre premier pilier, c'est ce qu'on appelle dans notre stratégie RSE, qui s'appelle IDEAL, c'est Ideal People, d'améliorer la qualité de vie, d'abord de nos salariés, et d'améliorer notre performance. Deuxième point, on s'est dit, on est aussi un acteur qui a une empreinte environnementale, qui utilise des ressources. Donc, comment on améliore en fait notre performance environnementale? C'est ce qu'on va appeler Ideal Planète chez nous. Et il y a une vraie volonté de réduire la consommation de ressources qu'on a chez nous, mais aussi d'accompagner la transition de nos clients sur des modèles et promouvoir l'alimentation durable, de même que la mobilité durable. Et puis, troisième point, ce qu'on appelle Ideal Progress. En tant que FinTech, il est fondamental pour nous de
d'être un acteur de confiance, de sécuriser la sécurité informatique, la qualité du service client, qui sont des éléments très importants pour nous, voilà, et la qualité du service rendu globalement. Et donc ça, on va vraiment accompagner nos clients sur ces sujets-là. Donc, on est un groupe au final qui travaille sur ces 3 grands piliers RSE. D'abord chez nous, comment on améliore nos pratiques en tant qu'entreprise, mais surtout étant une entreprise qui fait du service aux entreprises, comment on accompagne nos clients à eux-mêmes améliorer leur performance. Et puis en plus, on a dans l'ADN d'Edenred qui propose des avantages aux salariés, on va aider les entreprises clientes à améliorer leur performance RSE. Quand on fait la somme, quand une entreprise propose des avantages aux salariés à ses salariés, quand elle cumule les avantages, les solutions Edenred, c'est un vrai bénéfice en termes de pouvoir d'achat pour les salariés de nos entreprises clientes. Ça peut aller en France, quand entre guillemets, on cumule les avantages aux salariés, alimentation, autres bénéfices salariés, mobilité, c'est jusqu'à 6 000 € de pouvoir d'achat supplémentaire. Donc, c'est un vrai avantage, d'abord financier, mais aussi de qualité de vie au travail. Donc, c'est vraiment, nous, on a cette double action, d'abord améliorer la RSE chez nous et être un acteur des stratégies de RSE de nos clients. Alors, on va prendre un exemple sur Ideal People. Et vous avez aujourd'hui 33% de vos exécutives qui sont des femmes et vous avez un objectif en 2030 de passer à 40%. Concrètement, quand on est encore une fois une entreprise qui travaille dans 45 pays, comment est-ce qu'on met en œuvre, comment est-ce qu'on engage les différentes filiales, les différents départements, les différentes équipes pour activer une stratégie, par exemple, sur la féminisation des positions exécutives? Alors effectivement, pour nous, c'est un point très important. C'est un indicateur clé de notre stratégie RSE parce qu'on est un groupe de 12 000 collaborateurs. Sur ces 12 000 collaborateurs, il y a plus de 3 000 personnes qui sont dédiées aux fonctions techniques, IT, Global Technology dans notre jargon. C'est fondamental parce qu'on est d'abord une tech, une fintech, et donc c'est d'autant plus important que historiquement, traditionnellement, il y a moins de femmes dans les fonctions de la tech. Ouais. Voilà, donc c'est un enjeu qui n'est pas du tout anodin. Donc on travaille à tous les échelons, d'une part, et de deux, aussi bien sur les enjeux de recrutement que de développement des talents. Alors, première chose en termes de recrutement, déjà pour vous donner un peu la photo d'où on en est chez Edenred, 12 000 collaborateurs, au global, au niveau mondial, c'est 51% de femmes. Donc en fait, des femmes, il y en a. Deuxième point, sur la population manager, 42% des managers sont des femmes. Et effectivement, à fin 2022, 33% des positions exécutives étaient occupées par des femmes. Et on a cette ambition à 2040. À 2030, d'être au moins à 40%. Alors, peut-être que 40%, ça vous parle parce qu'il y a la loi RIC-1 en France, mais qui porte uniquement sur les positions en France. Nous, cette ambition, on s'est dit, elle est légitime, elle est pertinente, et elle est pertinente comme un levier de business. Donc, on ne va pas la faire porter que pour la France. C'est bien notre ambition, c'est bien d'atteindre d'ici à 2030 40% de femmes dans les positions dirigeantes sur l'ensemble de nos pays, des 45 pays sur lesquels on est présent. Alors d'abord, ça va se passer en termes de recrutement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des cabinets de chasse avec lesquels on travaille sur des positions dirigeantes vont être particulièrement sensibilisés sur, bien évidemment, la charte de la diversité et la non-discrimination, c'est évident, mais au-delà de ça, on va particulièrement les sensibiliser en disant, quand on travaille sur une chasse pour Edenred, il est fondamental que quand un cabinet de chasse nous propose une shortlist, il y ait une shortlist où il y ait à minima un homme et une femme, parce que il faut aller chercher. Et quand certains cabinets de chasse peuvent nous dire non, mais tu comprends, j'ai pas trouvé, j'ai que 3 hommes dans ma shortlist, on va lui dire non, mais si tu as besoin de plus de temps, tu vas trouver, mais ça existe. Donc, peut-être que tu as besoin de plus de temps, prends le temps, cherche, mais on veut vraiment faire du recrutement sur base de la méritocratie et avoir un réel choix éclairé. Donc, on va avoir cette shortlist avec à minima une personne du genre le moins représenté dans la fonction. Voilà, et ça peut être souvent des femmes sur les fonctions tech. Et puis après, dans nos process de recrutement, on va vraiment analyser la réalité des compétences hard skills et soft skills nécessaires et sélectionner le meilleur des candidats pour peu qu'ils cochent toutes ces cases. Si on a 2 candidats super qui cochent absolument toutes les cases requises, alors on va sélectionner celui qui est du genre le moins représenté dans la fonction. Ça peut être des femmes, sur certains métiers, ça peut être des hommes, hein, donc ce n'est pas nécessairement des femmes, et c'est toujours sur base de la méritocratie. Il n'y aura jamais une embauche d'une femme parce que c'est une femme, parce que déjà, c'est
insultant pour une femme. Et c'est d'abord et avant tout parce qu'on veut les meilleurs talents, les meilleures expertises que l'on recrute comme ça. Et puis, pour animer l'ensemble des équipes, ce qu'on a fait depuis cette année, on avait cet indicateur groupe et on s'est dit il y a des réalités qui peuvent être différentes d'un métier à l'autre en fonction des pays dans lesquels ils sont présents. Donc, en fait, maintenant, chaque membre du COMEX, en fonction de son cœur d'expertise, a son propre indicateur pour dire, bah voilà, toi, tu partais peut-être un peu plus bas parce que tu es présent sur des pays dans lesquels, naturellement, il y a aussi moins de femmes sur des positions exécutives. Donc, on va te mettre un objectif un peu moins haut, mais un objectif quand même de croissance pour s'adapter aux réalités locales. Par exemple, dans des pays comme au Japon, c'est naturellement plus difficile pour un certain nombre de fonctions de trouver des femmes à des niveaux cadres dirigeants. Donc, voilà ce qu'on va faire en termes de recrutement. Et c'est un premier élément important. Mais surtout, on travaille énormément sur le développement de nos talents en interne. Je disais, on a 42% de femmes dans nos effectifs mondiaux. Ça veut dire qu'on a des femmes dans nos effectifs. L'enjeu maintenant, c'est de les faire grandir. C'est de révéler ces talents. Et donc, on a pour ça un certain nombre de programmes. Alors, on avance petit à petit, on ne prétend pas être parfait. On avance, on met des choses en place, on teste. Donc, on a lancé on a lancé il y a quelques années un programme de mentoring à destination des femmes, mais pas que, qu'on a largement élargi cette année. Donc, l'idée, c'est de proposer à des jeunes cadres dirigeants ou des managers à potentiel de rencontrer un exécutif d'un autre pays ou d'une autre catégorie de produits pour échanger, se partager des recos, partager sa vision du monde pour casser des plafonds de verre internes potentiels. Donc, des programmes de mentoring. Dans certains pays, on teste des networks de femmes pour se dire les choses, pour se dire « Ah, mais en fait, je ne suis pas toute seule. J'ai l'impression parfois d'être toute seule dans ma direction. Mais en fait, non, toi, tu es au 2e étage. Toi aussi, tu es une femme dans une direction où tu te sens un peu toute seule. » Eh bien non, tu vois, en fait, on est plusieurs. Donc, créer cette connexion, créer ce réseau pour casser les plafonds de verre. On va le faire aussi, bien sûr, par l'ensemble de nos formations. D'abord, 100% des collaborateurs du groupe Edenred sont informés dans leur package d'entrée au biais inconscient. C'est hyper important pour nous de reconnaître qu'on en a tous. Je suis en charge dans mes fonctions des enjeux de diversité et d'inclusion. Je reconnais que j'en ai. Ça peut être un réflexe reptilien parfois. Et donc, c'est important d'en prendre conscience. Tout le monde en a. Comment on y travaille, on les reconnaît et on ne se laisse pas manger par ces biais inconscients que l'on peut tous avoir. Donc, les identifier et on forme chacun de nos collaborateurs là-dessus. Puis, dans l'ensemble de nos programmes de développement, nos talent week, nos programmes pour exécutives, on a systématiquement un volet managérial sur les enjeux de la diversité et de l'inclusion. Et c'est important pour nous parce que ça fait complètement écho à nos valeurs. Chez Edenred, on a 5 valeurs, dont 2 qui sont particulièrement importantes pour moi sur ces sujets-là, qui sont la simplicité et le respect. Et pour moi, c'est 2 points fondamentaux des enjeux d'inclusion, bien sûr, de la parité, mais au-delà de ça, de tout type de diversité de parcours divers, c'est que si on construit des relations interpersonnelles sur le respect d'abord, et donc le respect de la différence, ton parcours est différent du mien, ton histoire est différente du mien, ton moment de vie est différent du mien, et pourtant, on va faire un super projet ensemble. Et donc, je vais apprendre à te parler plus simplement. Je ne vais pas faire des phrases alambiquées parce que peut-être tu viens d'une autre culture, peut-être tu n'as pas les mots que j'utilise, peut-être ils sont trop compliqués, on n'a pas les mêmes références. Et bien, si on a un échange dans le respect et la simplicité, oui, quel que soit notre parcours, notre moment de vie, notre background, on peut construire quelque chose ensemble pour le business. C'est comme ça qu'on appréhende ces sujets-là, sur les sujets de parité, mais plus globalement sur les sujets de diversité et d'inclusion. Alors là, on voit un sujet global, important, qui descend dans l'organisation et tu nous as expliqué toutes les initiatives pour donner une réalité concrète à cette stratégie. Comment est-ce que maintenant, sur des sujets qui touchent peut-être l'ensemble des collaborateurs, on peut engager, alors j'ai une statistique que j'ai relevée, il y a eu 2300 jours de volontariat, par exemple, en 2022, vous avez un objectif 2030 de passer à 5000. Est-ce que tu as d'autres exemples de façon d'engager concrètement sur le terrain des collaborateurs dans cette dynamique RSE pour que chacun soit acteur et pas simplement passif face à cette stratégie, face à ces ambitions? C'est quelque chose de très important pour nous parce que la RSE, c'est jamais un projet de la direction RSE. Quand c'est un projet qui n'appartient qu'à la direction RSE, c'est à mon avis le début des gros problèmes. C'est par définition au cœur de l'ADN du groupe, des valeurs du groupe, c'est pour ça que je parlais des valeurs, puis de la stratégie. C'est pour ça que chez nous, dans tous les moments importants, les momentum en fait de l'histoire d'Edenred, il y a toujours les volets financiers et extra-financiers et RSE qui sont présentés parce que c'est
important au même niveau dans la stratégie. Et puis, ça doit se vivre par l'ensemble des 12 000 collaborateurs dans nos 45 pays. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, et je crois beaucoup à ça, il faut qu'il y ait des moments où la RSE soit incarnée, d'une part, et soit vécue par les collaborateurs. Parce que sinon, on peut faire des analyses carbone. Alors, il y a 3 experts carbone qui font une analyse hyper pointue, qui parlent à absolument personne, et les gens se disent « bah ouais, c'est super ce que tu me racontes, mais enfin moi, dans ma filiale, dans mon pays, n'empêche que le tri sélectif, ça n'existe pas, donc tu peux me raconter ce que tu veux, de toute façon, j'y crois pas. » Donc, c'est fondamental de faire vivre ce qu'est la RSE aux collaborateurs, et avec des moments fédérateurs où chacun s'engage sur cet agenda. Donc, on le fait, nous, effectivement, au sein de ce qu'on appelle l'Ideal Day, qui est la journée du volontariat, sur lequel on va proposer à l'ensemble de nos collaborateurs de donner de leur temps auprès de communautés locales pour avoir une action de solidarité. Donc, cette année, par exemple, l'Ideal Day était le 21 juin, et donc, on est hyper content parce que sur les 12 000 collaborateurs du groupe, 3 500 collaborateurs se sont engagés et ont donné de leur temps cette journée-là. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous. Et surtout, au-delà de cette journée, on l'a entouré, entre guillemets, d'une Ideal Week, une semaine du développement durable, mais organisée au niveau monde, où chaque jour, on présentait concrètement dans nos principaux pays, concrètement ce que c'est que la RSE. Donc, le lundi, on parlait de stratégie. Quels sont les grands engagements du groupe et concrètement, qu'est-ce que c'est? Deuxième journée, people. OK, on parle de diversité et d'inclusion, mais concrètement, dans mon pays, c'est quoi? Et chacun avait l'occasion de dire, bah, dans mon pays, voilà ce qui se passe. Donc, par exemple, en France, on a parlé des stratégies qu'on peut avoir sur la féminisation de nos équipes, sur les enjeux du handicap en entreprise, et on peut avoir d'autres pays qui ont plus travaillé sur l'inclusion des religions en fonction de leur culture. Il y a des pays où, voilà, en France, on ne parle pas de religion au travail, au UK, beaucoup plus facilement. Donc, il y a eu, par exemple, au UK, autour de ce moment-là, on a eu des conférences sur qu'est-ce que c'est que le ramadan, mieux comprendre pour être plus inclusif avec les équipes. Donc, voilà, ça peut être vraiment des journées où on parle des sujets et on le rend concret pour les équipes en fonction locale. Puis, on a une journée autour de planète. Donc, on a travaillé, par exemple, sur, OK, le groupe a fait un bilan carbone, mais concrètement, quels sont nos grands enjeux carbone? Les faire connaître, les faire sentir aux collaborateurs, parce que traditionnellement, un collaborateur, il va le vivre en tant que citoyen. Il va dire, mais moi, ce qui est hyper important, je vois des voitures de fonction dans le parking et je vois le tri sélectif. Et on va lui dire, oui, ça, on va y travailler, c'est important. Mais il y a aussi un sujet, en fait, on est une fintech. Et donc, quand on fait le bilan carbone, 30 à 40% de nos émissions viennent du fait qu'on est d'abord et avant tout une fintech. Et donc, de donner à voir ce que ça veut dire et de dire, en fait, toi aussi, tu peux agir, bien sûr, en améliorant, en ayant une approche multimodale quand tu viens au bureau, mais l'usage que tu fais de ton ordinateur, si tu demandes à le renouveler tous les 3 ans parce que tu en veux un plus neuf que celui de voisin, tu ne vas pas dans le bon sens. Donc, la bonne gestion de ton ordinateur, de ton téléphone portable, avoir des fichiers partagés et pas envoyer à chaque fois des pièces jointes, ça a énormément d'impact pour une fintech comme nous. Donc, l'idée à chaque fois, c'est de donner à voir ce qu'on fait, tout en rendant concret la réalité du vécu de nos employés. Et pareil, sur le dernier pilier, Progress pour nous. Donc, à chaque fois, c'est ça, c'est partager les grands éléments de stratégie, les rendre intelligibles, et je dis bien intelligibles, et j'aime pas le mot de vulgarisation, parce qu'en français, ça les rend vulgaires. Non, rien n'est vulgaire, nos employés, ils sont tous très intelligents, c'est des gens talentueux. Donc, les rendre intelligibles, les rendre accessibles aux collaborateurs, et surtout leur dire, et toi, concrètement, à quoi ça te sert? Je te parle de fintech, très bien. Maintenant, moi, je vais te dire ce que j'ai besoin que tu fasses pour réduire l'empreinte numérique du groupe Edenred. Donc, voilà, ces grands moments sont importants. Et puis après, c'est les grands moments en tant que salarié. Et puis, on a des grands moments en tant qu'entreprise. L'Assemblée générale, le Capital Market Day, qui est une grande messe pour investisseurs. Dans ces moments-là aussi, la RSE doit être incarnée et montrer comment elle est connectée à la stratégie, parce que c'est des marqueurs aussi hyper forts pour nos salariés. Et puis, troisième point, et non des moindres, Alors, on t'a perdu, Flore. Génération. C'est quelques exemples comme ça. Il y a des initiatives extraordinaires qui se passent dans chaque pays. Comment est-ce que vous organisez la circulation des bonnes pratiques qui existent sur chacun des sujets? Comment est-ce que vous créez ce mouvement brownien d'idées qui permet de nourrir et de diffuser les bonnes pratiques à travers le monde?
Alors, je ne vous entends plus. Alors, Il y a eu une petite coupe, mais je pense avoir compris la question. Comment est-ce que vous organisez le partage de bonnes pratiques à travers des pays? En termes de réseau? Ok. Alors, on a une vraie, on a la chance chez Edenred, donc 45 pays, avec parfois dans des pays plusieurs entités. On peut avoir des entités de petite taille, 20 collaborateurs, comme de beaucoup plus grosses entités, comme en France, en Italie ou au Brésil ou au Mexique, qui sont des très gros pays pour nous en Amérique latine. Donc, il est vraiment important qu'on s'adapte et qu'aussi qu'on bénéficie des énergies et de la culture locale. Donc, on va avoir tous les mois, avec mon équipe, on va organiser ce qu'on appelle un Sustainability Executive Committee, où il va y avoir un représentant RSE par ligne de produit et par gros pays pour partager des grands engagements ou des grands avancées de projet, mais systématiquement recueillir le feedback des équipes terrain, avoir leur feedback, leurs besoins, etc. Donc, créer un dialogue et ça de façon mensuelle parce que les attentes sont particulièrement fortes. De la même façon, nous, pour être toujours au plus près de nos clients, je parlais de 2 valeurs tout à l'heure, respect et simplicité. On a bien sûr une valeur passion for customer. Donc, il est fondamental aussi que systématiquement, on a la remontée des demandes clients sur ces sujets-là. Donc, on a cette connexion mensuelle et de façon trimestrielle, on va avoir une connexion avec nos 100 CSR correspondants dont parlait Gloria en introduction pour leur partager nos grands éléments, les grands momentum, le reporting, les index, les grands nouveaux engagements, mais systématiquement recueillir leurs bonnes pratiques, les initiatives locales pour créer un système de partage de bonnes pratiques en fonction des cultures de chacun. On le fait beaucoup, par exemple, sur People, la diversité et l'inclusion en fonction des pays. Le premier combat de diversité et inclusion, ce n'est pas les mêmes. On va parler beaucoup des populations en Amérique latine, par exemple, ils vont parler des populations, on va dire, de différences ethniques, avec des terminologies qui sont pas qu'on ne peut pas utiliser comme telles en France. Donc, ils vont nous partager leurs bonnes pratiques et un certain nombre de pays vont dire « Ah, mais tiens, ça m'intéresse. Moi, comment je vais le mettre en place ?» Ou en Europe de l'Est, ils ont tout un programme sur l'accompagnement des jeunes mamans en entreprise, puisque traditionnellement, en Europe de l'Est, les mamans, en fait, arrêtent de travailler après leur premier enfant. Et donc, ils ont mis tout un programme sur comment j'accompagne mieux le retour de congé maternité, parce que c'est un énorme enjeu de rétention des équipes, de rétention des talents. Donc, on va partager ces bonnes pratiques parce que ça nourrit le réseau. Ça, c'est très important pour nous. On fait de la même façon sur Planète et à chaque fois pour que ça remonte du terrain, parce que si ça remonte du terrain, ça remonte aussi surtout des besoins de nos salariés, de l'attendu de nos salariés. Et donc, si ça répond à leurs besoins, ils seront d'autant plus engagés. Donc, on a vraiment, je dirais, c'est top-down et bottom-up. C'est hyper important d'animer les deux. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, parce que on a un agenda corporate à pousser, mais c'est vraiment important d'avoir ce temps d'écoute et d'adapter à la richesse du local tout ce qu'on fait. Répondre aux besoins pour engager les salariés. Une merveilleuse conclusion. Une question qu'on pose à tous nos intervenants pour conclure. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement, Flore? Alors, on a pas mal parlé et tu m'as pas mal posé de questions sur nos engagements autour des femmes. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup. On entend souvent ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, dont on ne sait pas trop à qui l'attribuer. Il y a Marcel Pagnol, il y a pas mal de… Voilà. Moi, j'aime beaucoup dire « elles l'ont fait » parce qu'elles ne savaient pas que c'était impossible. Donc, voilà, sur les carrières au féminin, oser être soi, oser tenter sa chance, oser demander, par exemple, quand on a fait du marketing un jour, de dire « mais en fait, je veux faire de la RSE et je vais m'en donner les moyens ». Ça, c'est ce qu'on fait, c'est pour pousser les carrières au féminin, c'est aider l'ensemble de nos talents, au masculin comme au féminin, à oser être eux-mêmes et à oser pousser leurs talents. Et puis en RSE, par définition, c'est un peu le même esprit. Et la RSE, si on fait business as usual, peut-être qu'on ne fait pas forcément de RSE dans certaines entreprises parce que ce n'était pas comme ça qu'était pensée la boîte. La RSE, c'est un peu être poil à gratter, c'est aller demander à faire les choses un peu différemment d'avant. Donc, il faut oser demander, il faut oser pousser et on s'aperçoit que tout n'est pas impossible et que des choses en RSE, on se dit oh, malheureuse, mais tu ne peux pas demander un truc pareil. En fait, quand on dit mais si, et puis en plus, je suis convaincue que ça va être pourvoyeur de business, quand on ose faire de la RSE, on s'aperçoit que c'est possible. Quand on ose, on s'aperçoit que c'est possible.
être le poil à gratter de l'organisation. Tu as été le poil à gratter de notre cerveau et notre réflexion sur ces sujets-là aujourd'hui. Un immense merci. Pour aller plus loin, vous avez plein de ressources. Quelques ressources clés comme le changement climatique expliqué à ma fille, merveilleux livre de Jean-Marc Jancovici, le point soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective de Camille Etienne, Green Giants, How Smart Companies Turn Sustainability into Billion-Dollar Businesses, le lien entre le green et le business, Sustainability, It's the New Advantage, Leadership Change and the Future of Business de Peter McAteer. Et puis un TEDx, Unlocking the Hidden Value of ESG for Your Organization de Majid Mirza. Voilà, un grand merci pour cet entretien. Merci à tous de votre fidélité. Pour ceux qui doivent partir, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Laurent Combalbert, qui est un ancien négociateur du RAID, qui nous parlera des techniques de négociation en crise utilisées par le RAID et par maintenant beaucoup d'entreprises, puisque Laurent Combalbert est auteur et conférencier à succès. Il viendra partager avec nous son expérience et ses meilleures pratiques. Et si vous avez des questions, maintenant n'hésitez pas à les poser directement sur GoToWebinar. Et Flore, si tu as encore quelques minutes, on sera ravis de te garder avec nous pour répondre aux questions de nos auditeurs. Avec plaisir. Alors, Gloria, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs ou de nos auditrices? Elles l'ont fait parce qu'elles ne savaient pas que c'était impossible. Merci Roland, merci Flore. Oui, on a des questions. La première par Sarah. Comment se former concrètement? C'est une très très bonne question. Alors, il y a aujourd'hui l'ensemble il existe des diplômes, des écoles de commerce qui ont fait des masters, etc. Donc, il y a maintenant des formations diplômantes que l'on peut suivre dans à peu près toute bonne école. Il y a un certain nombre de parcours qui se sont créés. Maintenant, au-delà de ça, il existe un certain nombre de MOOC. Par exemple, quand j'ai pris mon poste de lutte contre le changement climatique il y a quelques années dans un groupe agroalimentaire, j'avais suivi pas mal de groupes sur l'agroécologie, voilà, puisque j'étais en charge d'écrire une nouvelle politique agricole. Donc, il y a beaucoup de MOOC, en fait, que ça soit sur l'économie circulaire, le Green IT, par exemple. L'Institut du numérique responsable fait une formation qui dure 12 heures, 14 heures, mais qui est extrêmement fait pour les fondamentaux du numérique responsable. Donc, nourrissez-vous de MOOC, et moi, je suis très à l'aise avec les MOOC gratuits. Nourrissez-vous de MOOC pour apprendre les concepts, apprendre les sujets et commencer à se dire, et moi, qu'est-ce que ça voudrait dire dans mon job au day-to-day? Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie perso pour tester les choses? Et en plus, plus on suit ces MOOC, plus je trouve qu'on commence à dire, ah mais tiens, quand il parle d'économie circulaire en agroalimentaire, en fait, quand je vois l'Institut du numérique responsable et son Green IT, en fait, je comprends que c'est les concepts de circularité qui sont derrière. Donc voilà, important de suivre les MOOC, d'en suivre de différents sujets pour voir quelle est la méthode d'approche des sujets de RSE. Question de Mathieu. Comment est-ce que vous intégrez dans votre processus de vente aux clients vos envies ESG? Alors, nous, on a une double approche. Quand on reçoit des appels d'offres, la réalité aujourd'hui, c'est que dans un certain nombre de pays, de plus en plus, il y a des questions RSE dans les appels d'offres. Donc, ça devient pour nous une nécessité de répondre. Alors, l'avantage pour nous, c'est que dans notre ADN, donc ça fait longtemps qu'on y travaille. Donc, on répond à ces sujets-là. Ça peut être des questions autour des certifications, par exemple, des certifications en termes de la sécurité, de qualité, ça peut être des notes EcoVadis, ça peut être la performance de nos solutions, notre empreinte carbone. Donc ça va être en réponse aux clients et c'est important de l'avoir anticipé. Et puis moi, je crois beaucoup et on travaille énormément ici avec la direction marketing et innovation pour que les nouvelles solutions d'aujourd'hui et de demain, quand elles soient créées, on dise qu'elles soient RSE by design. C'est-à-dire, dès le début, on pense comment on les pense pour que l'empreinte environnementale, l'empreinte sociale soit meilleure. Comment demain, je la rends plus accessible. Quelques derniers exemples, par exemple, fin 2022, Edenred a lancé la première carte ticket restaurant avec du braille. Ça paraît évident, ça n'existait pas. Et donc, c'est rendre accessibles nos solutions. C'est la même solution, sauf que pour quelqu'un qui est malvoyant, dans son porte-monnaie, en fait, rien qu'en touchant, il trouve la carte. Et on a une expérience client qui disait, bah, c'est super parce que sinon, quand j'allais au restaurant, je sortais ma carte de piscine et ça marchait moins bien. Bah là, tout simplement, c'est de l'inclusion parce que je rends accessibles mes solutions. Donc, on va réfléchir comme ça en termes d'usage, d'inclusion,
de la conception de l'outil, comment on fait qu'il soit low carbone dès le début. Donc, c'est tout ça qui va nourrir les solutions pour apporter unique selling proposition, pour apporter quelque chose de différent à nos clients quand on le rencontre. Donc, il y a des sujets qui sont répondre aux appels d'offres, et puis il y a des vrais sujets de comment ma solution elle est différente et comment j'ai ping-pongé innovation, équipe produit, équipe RSE dès le début pour créer quelque chose de différent. Et j'encourage vraiment les équipes RSE à aller, je parle souvent en interne de friction créative, à aller se frotter aux équipes produits, à aller se frotter aux équipes inno, parce que c'est dès le début que c'est intéressant de penser quelque chose de différent. Question de Anne. Comment les entreprises peuvent-elles communiquer de manière transparente sur leur engagement RSE sans paraître opportuniste ou greenwashing? C'est un vrai sujet. Il y a eu deux écoles. Il y a eu des entreprises qui se sont dit, je vais tout raconter, y compris parfois des trucs qui sont plus ou moins la loi. Je vais juste dire, je fais super bien ça. Et en fait, quand on creuse, c'est juste la réglementation. Voilà. Et à l'inverse, il y a des entreprises qui, par humilité, par souci de bien faire, se disent, tant que je ne suis pas parfait, je ne communique pas. Aujourd'hui, ce qu'on se dit, en RSE, on ne peut jamais être parfait. C'est, par définition, c'est une démarche, disons, it's a journey, c'est un voyage, on progresse tous les jours. Il n'y a jamais un produit qui peut dire « je suis vert ». Non, on est toujours un peu plus vert que la veille, mais on n'est jamais vert parce qu'on peut toujours progresser. C'est vrai sur les enjeux environnementaux comme sociaux. Donc, l'idée, c'est de communiquer au pas à pas, de dire ce qu'on fait de bien et en rappelant toujours que, mais c'est une étape, qu'on va continuer à progresser. Pour moi, l'humilité dans la communication, d'une part, deux, d'être honnête. C'est-à-dire, quand je te dis que j'ai travaillé sur tel sujet, OK, j'ai fait un super projet sur mes ordinateurs, je décide de les garder 1 an de plus. OK, et bien ça, c'est à peu près 3% de mes émissions. Donc, je ne prétends pas que je vais sauver le monde parce que mes ordinateurs, je vais les garder 1 an de plus. Donc, toujours avoir la bonne approche statistique, entre guillemets, de remettre le vrai scope, la vraie représentativité de la démarche. Donc, l'humilité, la vraie représentativité, valoriser que c'est une démarche de progrès, c'est une étape et que ce n'est pas fini et qu'on continue. Pour moi, c'est ce qui permet de continuer à communiquer en étant propre. Alors, on pourra être accusé de greenwashing ou de ne pas être parfait, mais en tout cas, de bien rappeler que c'est une démarche. À l'inverse, les entreprises qui se disent « je ne peux absolument pas communiquer », aujourd'hui, ne plus communiquer, pour moi, ce n'est plus possible. L'attendu est trop fort, ne serait-ce que pour les salariés en interne, pour la rétention des talents. Quand on le sait, un guerre des talents, besoin de garder nos talents, on a besoin de dire ce qu'on fait de bien, tout en restant très, très humble. Question de Lucie. Quelles sont les meilleures pratiques pour intégrer la RSE dans nos stratégies marketing et nos campagnes publicitaires? Plusieurs choses. D'abord, en fonction du produit ou de la solution qu'on promeut, je disais tout à l'heure que ça soit pensé dès le début. On ne peut pas faire un produit et puis à la fin, on va se dire « non, mais t'inquiète, dans la publicité, on mettra de l'herbe verte ». Ça, c'est plus suffisant, c'est plus acceptable. Comment, dès le début, quel que soit son secteur d'activité, et on l'a dit, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs, même une fintech où à la limite, on n'est pas particulièrement attendu, comment, dès le début, on se dit « ok, quand je pense cette solution, comment elle va être low carbone dans sa conception informatique, par exemple, comment elle va être plus inclusive, tiens, le braille, tiens, mes nouveaux call centers en France, en fait, je peux avoir accès à quelqu'un qui va être en langue des signes, comment je vais pouvoir grossir les polices de mes sites internet, voilà, comment dès le début, je pense l'usage, donc un point de vue environnemental, social, inclusion, dès le début. Et après, en termes de communication, oui, respecter ce qu'on appelle les règles de la communication responsable. Donc, rappeler ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est une démarche, c'est une première étape, je ne prétends pas que c'est parfait, je vais continuer à progresser dans un univers où on ne met pas que 3 pâquerettes pour dire que c'est green. Voilà. Mais c'est vraiment de la conception au développement jusqu'à la communication. Et après, honnêtement, jusqu'à même la façon dont on le présente aux clients, dont on le fait vivre en linéaire, voilà, quand on vend des produits ou des solutions, dans l'expérience aussi, dans la capacité des équipes commerciales à raconter les engagements RSE du groupe, c'est aussi super important. Parce que si vous arrivez devant votre client avec une solution que vous pensez être plus environnementalement friendly ou plus sociale et qu'en fait, il y a trois questions qui sont posées aux équipes commerciales et qu'elles ne savent rien raconter, ça paraît du greenwashing parce que vous n'êtes pas crédible dans vos engagements. Donc, cette démarche marketing, elle va jusqu'à la formation des équipes commerciales qui doivent se sentir à l'aise pour parler des engagements internes comme externes de l'organisation.
Et c'est un combat de tous les jours. Hein, voilà. Et on doit tous progresser, continuer à accompagner l'ensemble de nos équipes parce que c'est aussi un métier qui évolue tous les jours et qui est de plus en plus technique. Mentoring, animation de communauté, formation, formation sur les biais inconscients, partage mensuel, tous les rituels à mettre en œuvre pour déployer une stratégie RSE. Un immense merci, Flore Chollet. Elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine avec Laurent Combalbert autour de techniques de négociation du REN. Merci à tous de votre fidélité. Très bonne journée. À bientôt. Merci à tous.